Voilà, vous pouvez y aller. Maintenant, coupez le son. Il faut couper le son. Nous coupons le son? Oui, et à 14 heures pile, on va démarrer. D'accord. Voilà, Donc, la présentation est positionnée déjà. voilà. Sinon, Saliou, normalement, tu vas dans le volet des participants et tu peux couper. À côté de l'icône de chaque participant, tu peux couper le son, normalement, Ah, OK. sur le côté. Si ça, c'est quand tu as du bruit, si ça dérange ta conversation, tu peux couper quand même. À côté de chaque participant, Oui, c'est-à-dire. normalement, oui. Normalement, c'est ça. Je ne vois pas d'icône. Ah oui, là, tu vois. Mais ouais, où est-ce que tu peux. Parce que. Alors, ouais, parce qu'on n'a pas tous les mêmes bandeaux de commande. C'est ça. Moi, je ne vois pas là où je peux couper le son de tout le Ah monde. si, voilà. C'est une question que Alors, à côté donc tu as la caméra, le micro, les trois petits Ouais. points, les messages, et après tu as deux petits bonhommes. Tu cliques sur le bonhomme. les- Un micro. Un micro. sur les Et là, Teams, tu as des non? micros pour chacun, tu vois? À côté Ou de à là où gauche, tu raccroches la conversation. à côté de. Le bouton rouge où tu raccroches ta conversation. Le chat, oui. À gauche, tu as deux personnages. Et L'icône que tu vois. Teams. Tu cliques sur cette Là où icône. là où on écrit Teams. Non. Devant ton écran, tu as un bandeau où tu as ta caméra, le micro, les trois petits points dont on parlait tout à l'heure. Oui, les trois petits points, oui. Après, tu as une bulle de message à côté des trois petits points. L'icône suivante. Oui. Show participants, OK, oui. Et là, voilà. Et là, tu as les micros des participants. OK. Et là, normalement, OK. toi, tu es le commentateur, le lead. Tu peux couper les micros de ceux qui font du bruit. All right, I see. Là, je vois. Je me branche à une réunion. De parler. Ça marche. Et pareil, quand le temps est passé, quand le timing est passé, tu peux couper aussi. Très bien, d'accord, ça marche. On t'entend, je suis désolée. Non, ça marche. Ah, Valérie, Il va péter un oui, plomb. bonjour Asibi, comment tu vas? ça fait très longtemps. Bonjour. Bonjour, Ah oui, on va c'est sûr. faire un parallèle. On va faire un parallèle. Comment tu vas? Non, mais ça va. Comme il y a Oh, beaucoup de monde, ça oui. va. Et la C'est très sérieuse de t'entendre. À très bientôt. On va faire un parallèle. Je suis chat. C'est passé. Après, tu l'as provoqué. Valérie, bonjour, comment tu vas? Oh, bonjour Albert, comment tu vas? Ouais. Oui, ça va, je suis là. Et bon. Mais bon. Bonjour. J'espère que Nico Bien est la là. famille. C'est pareil pour tout le monde. J'espère que tous les auditeurs vont bien, la famille. C'est des temps difficiles. Et Yumiko, elle est oui, là. on fait avec. D'accord, ouais. C'est bon. Ah bah oui. Allô? Allô? Juste pour vous rappeler qu'il est déjà 14h01. Ah oui, alors? Yeah. Ouais. Ouais. Et alors? Bonjour, mesdames et messieurs. Pour la bas? Bonjour. Ah ouais. Bonjour. Alors, je vais demander à tout le monde de couper les micros. Ceux qui ne parlent pas, de couper les micros. Voilà. Et ils connaissaient ou pas? Elodie. Ah oui. D'accord. Parfait. OK. OK. You go. Bon, c'est cool. Écoute, j'ai un truc qui commence là, mais on se tient au courant. À plus. Ciao. Est-ce qu'il va terminer?
Hola. Oui. Non, mais je suis déjà branchée, là, ils sont en train de... Je sais pas ce qu'ils... Et Elodie, est-ce que tu peux couper ton son? Ouais. Tout le monde t'écoute. Merci beaucoup. Non. Oh là Non, là. j'ai déjà eu l'accord de JC pour son implication, donc... Salut, qu'en tu fait, peux ce qui se couper passe, Elodie, le son de Elodie? Elodie de Fous, c'est elle qui parle. C'est ça que je vois. Elodie. De Fous. Yes, OK. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Saliou Sall de ICBA. J'en suis le coordinateur principal du programme. Alors, pour commencer, je vais vous demander de partager avec moi quelques préalables. Ceux qui n'ont pas la parole sont invités à bien vouloir mettre en mode muet leur micro. Chaque orateur a droit à 10 minutes maximum. Les questions seront posées en mode chat, donc veuillez préciser le destinataire le plus possible. Et seuls les représentants des pays, l'Algérie, le Burundi, les Comores et le Sénégal, vont avoir droit à la parole pour répondre aux questions. Le poète Victor Hugo avait prévenu l'humanité en précisant qu'ouvrir une école, c'est fermer une prison. Aujourd'hui, à cause de la crise que traverse l'humanité entière, due au Covid-19, les gouvernements sont obligés de prendre la soudaine et difficile décision de fermer écoles et universités. Selon les statistiques de l'UNESCO, en date du 5 avril 2020, le nombre de jeunes touchés par ces fermetures dans 188 pays s'élève à plus de 1,6 milliard, soit plus de 88% de l'ensemble des élèves et étudiants. La pandémie a également touché plus de 65 millions d'enseignants et un très grand nombre de membres du personnel de l'éducation. Cette réalité n'a évidemment pas épargné le continent africain, où la question est également grave, avec 46 sur 54 pays et plus de 90% des écoles touchées. Elle y a davantage exacerbé les disparités sociales en accentuant la précarité des conditions des groupes déjà marginalisés, vulnérables ou à faible revenu. Cette fermeture des écoles n'est par ailleurs pas sans conséquences à moyen et long terme. Risque d'abandon scolaire, surtout pour les filles qui sont déjà une catégorie vulnérable. Risque de violence et agression de toutes sortes liés au désœuvrement des apprenants. Baisse de niveau, et j'en passe. Loin des synonymes de vacances, la fermeture des classes en pleine année scolaire nécessite la mise en place d'une continuité pédagogique pour maintenir un contact régulier entre les enseignants et leurs apprenants en vue d'entretenir des connaissances déjà acquises tout en permettant l'acquisition de nouveaux savoirs. Chaque apprenant, quelles que soient ses conditions matérielles, riche ou pauvre, disposant ou non de connexion Internet, peu importe son milieu de vie, proche ou éloigné, accessible ou enclavé, ville ou campagne, pourra bénéficier de cette continuité pédagogique qui, ce faisant, prend en charge deux idéaux qui sont chers à l'UNESCO. Le premier idéal, c'est l'éducation, c'est que l'éducation ne s'arrête jamais, education never stops. Et le deuxième idéal, c'est qu'on doit laisser personne en rade, leaving no one behind. Mais force est de constater que si d'heureuses tentatives ont déjà germé ça et là, dans le sens d'une continuité pédagogique, par le biais du numérique, par exemple, cette alternative
pour être inclusive et équitable, devait prendre en charge tous les élèves. Ce qui est, hélas, loin d'être le cas. Puisque, même si les ressources existent, elles ne sont pas à la portée d'une certaine catégorie sociale défavorisée ou encore en position géographique centrée par rapport à la couverture de conditions, l'accès de l'électricité. Aussi, si lors de précédents webinaires tenus le 27 mars passé, nous nous sommes penchés sur la continuité pédagogique sous l'angle des possibilités qu'offre une bonne connexion Internet. Pour la présente rencontre, il s'agira d'échanger des informations et des expériences sur des dispositifs mis en place dans certains pays africains pour aider les enseignants exerçant dans des milieux où la connexion fait encore défaut à poursuivre leurs activités professionnelles dans une période de crise comme celle que nous traversons, hélas. Quels sont ces dispositifs? Comment fonctionnent-ils? Quels avantages peut-on en tirer? Quels en sont les défis? Voilà autant de questions dont les réponses offriront certainement un faisceau de pistes permettant une capitalisation et une mutualisation de bonnes pratiques. Il en est de même de la mise à contribution des masses médias. Je veux dire la télévision, la radio, les journaux, dans l'application de ces dispositifs. De riches expériences peuvent également être tirées à ce niveau et partagées. En tout état de cause, il convient de signaler que quelle que puisse être la qualité et la pertinence des moyens et matériels utilisés, ils ne sauraient à eux seuls remplacer l'enseignant, dont les interactions avec les apprenants sont indispensables pour la réussite des apprentissages. Ces interactions sont fondamentales pour la réussite de l'apprenant lui-même. Il importe dès lors de veiller à un renforcement continu des capacités de l'enseignant et à son implication pleine et entière dans le processus de formation à distance, depuis la conception du dispositif jusqu'à son évaluation, en passant par sa mise en œuvre. Force est de reconnaître, alors, que l'intégration du e-learning ou l'enseignement à distance dans la formation de l'enseignant est devenue une urgente nécessité. ICBA, comme l'y invite son mandat, continuera à ne ménager aucun effort pour contribuer à la formation d'enseignants et de responsables éducatifs qualifiés, capables de s'adapter aux mutations et dont la voix compte dans l'amélioration du système éducatif. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que nous parviendrons à réaliser des objectifs de développement durable, ODD, ainsi que les objectifs de la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique, CESA. Pour avoir un début de réponse aux questions susmentionnées, nous avons convié à ce panel des techniciens de l'éducation qui nous viennent de pays francophones d'Afrique et qui nous feront l'honneur de partager avec nous les dispositifs mis en œuvre dans leur pays pour assurer cette continuité. C'est ainsi que nous aurons à écouter Madame Nora Taïri, inspectrice principale au ministère de l'Éducation nationale de l'Algérie, Monsieur Jean-Marie Rouran Kizriza, conseiller au cabinet du ministre de l'Éducation nationale du Burundi, chargé des questions d'urgence. Monsieur Bakary Mouzé-Moigne, responsable de la politique et des programmes de l'enseignement de base, chargé des dossiers manuels scolaires, supports et outils pédagogiques des Comores. Et monsieur Massamba Tian, qui est le chef de la division de la radio-télévision scolaire du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal.
Mais en amont de ces présentations, qui vont précéder évidemment une séance de questions-réponses d'une durée de 20 minutes, nous aurons droit à un discours d'ouverture qui sera prononcé par Dr Hilaire Ella Ondoa, enseignant-chercheur ayant traversé tous les cycles du système éducatif camerounais, du primaire au supérieur, et qui coordonne et anime l'équipe de concepteurs et des rédacteurs du curriculum de l'enseignement maternel et primaire qui est en cours au Cameroun. En aval, donc, pour boucler la boucle, Madame Maïmouna Touré Sissoko, spécialiste de programme chargé des innovations et réformes éducatives à l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, IFEF, nous tirera une synthèse avant de dire le mot de la fin. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre le discours introductif que le docteur Hilaire Ella Ondoa nous fait l'honneur de partager avec nous. Docteur Hilaire, vous avez la parole. Et vous avez 10 minutes. Bonjour à toutes et à tous et merci de me passer la parole. Nous voulons partir d'une idée pour appuyer l'importance de l'éducation, idée du grand Nelson Mandela pour qui l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Voilà que pendant que tous les systèmes éducatifs de tous nos pays sont en train de travailler justement à répondre à cet appel, survient une grave crise sanitaire, celle du Covid-19, qui en même temps a amené les pays à arrêter l'école, de la maternelle jusqu'aux universités. Ceci a des conséquences aussi bien pour les élèves que pour les enseignants et pour les parents. Pour les élèves, ils se posent des questions sur la situation, ils sont inquiets de voir l'année scolaire ne pas s'achever ou de s'achever brutalement. Les enseignants s'interrogent sur les risques de ne pas voir leur programme achevé. Les parents sont stressés déjà par leur propre situation sanitaire et inquiets du fait qu'ils sont désarmés face au vide pédagogique qui se présente à eux. Comment résoudre donc ce problème? La résolution de ce problème fait appel à des interventions de divers ordres. Nous voulons partager ici avec vous notre expérience en tant qu'enseignant-chercheur dans le domaine des technologies éducatives et aussi et surtout comme enseignant ayant expérimenté des dispositifs de formation. Il se trouve donc que pour le moment et pour la situation qui se présente actuellement, la solution la plus idoine soit la formation ouverte et à distance. Les résultats des recherches sur l'efficacité de la formation à distance indiquent que c'est la manière dont sont conçus les dispositifs de ces formations qui conditionnent ou non leur efficacité. Alors, quelles sont ces conditions d'efficacité? D'abord, il y a l'accès. Ces dispositifs, en réalité, par expérience, on a observé qu'ils devaient être simples et faciles d'accès. Ils devraient être attrayants avec une navigation conviviale, quel que soit le média qu'on va utiliser. Deuxièmement, l'interaction et la communication. L'interaction devrait exister, d'ailleurs de nombreuses interactions, aussi bien entre enseignants et apprenants qu'entre apprenants. Et pour cela, ces acteurs devraient utiliser des outils de communication variés. Pour ce qui est des contenus, les contenus devraient au préalable être validés par des experts du domaine. Les cours présentent normalement des objectifs clairs et précis, organisés pour en faciliter l'acquisition. Et les modalités d'évaluation qui devraient permettre de voir l'atteinte des compétences visées. Les compétences visées dans ces dispositifs sont de même niveau que celles proposées dans les cours normaux en classe lorsque l'école fonctionne normalement. Maintenant, un élément très important, c'est celui de l'approche ou des approches pédagogiques. Le dispositif mis en place devrait normalement valoriser le développement des compétences chez les apprenants, la participation active des apprenants, la coopération ou la collaboration entre les apprenants, l'individualisation de l'apprentissage, étant entendu que chaque enfant a un rythme, chaque apprenant a son rythme d'apprentissage, donc il faudrait aussi respecter ces rythmes d'apprentissage. Et on devrait aboutir au développement des facteurs qui favorisent la motivation.
pour les ressources, les dispositifs devraient normalement proposer une variété de médias, c'est-à-dire les médias qui existent, que ce soit la télévision, la radio, les plateformes Internet, les réseaux sociaux, etc. Et une grande quantité de ressources riches et variées, une grande variété de ressources qui pourraient être des documents, des clips, des vidéos, etc. En plus, ce dispositif devrait avoir un soutien. Le soutien dispose d'une structure, le dispositif devrait disposer d'une structure de soutien technique et pédagogique aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants. Il favorise la formation des formateurs, dans la formation des enseignants qui vont utiliser les dispositifs. Il permet la sensibilisation des apprenants, des enseignants et des parents. Il dispose d'un calendrier détaillé des activités mises à la disposition de tous les acteurs, c'est-à-dire les élèves, les enseignants et ceux qui pilotent le dispositif. Il devrait, ces dispositifs, mettre en place un système d'évaluation. Évaluation à deux niveaux. D'abord, évaluation du dispositif lui-même et l'évaluation des acquis des apprenants. Il met à contribution divers intervenants, c'est-à-dire l'administration, les formateurs, les opérateurs de la téléphonie, les associations, les syndicats, les PTF, etc., etc. En définitive, et nous insistons là-dessus, le dispositif qui est mis en place ne devrait en aucun cas être un nouveau facteur de propagation de la pandémie. Au contraire, prenons l'exemple. Si dans un village, tous les enfants devraient se réunir autour d'un poste téléviseur pour suivre le cours, il y a de forts risques que, s'il y en a qui sont atteints, que la maladie puisse se propager. Si par exemple, ce sont des polycopiés qui vont être distribués aux élèves, on va devoir faire attention au fait que les polycopies qui seront distribuées ne véhiculent pas la maladie. Certes, nous sommes en situation de résolution de problèmes, donc la résolution de problèmes ne devrait pas plutôt favoriser l'expansion de ce problème. Voilà, en quelques mots, les pistes que nous voulions proposer. Et si nous revenons sur le cas du Cameroun très rapidement, il y a effectivement un dispositif qui est mis en œuvre, qui utilise les masses médias, dont la télévision nationale, la radio, et concerne surtout l'enseignement primaire et secondaire, où on a mis plus d'accent sur les classes d'examen. Nous pourrons revenir en détail si besoin se fait sentir. Donc voilà, mesdames et messieurs, la présentation que nous avons préparée est pour vous. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr Ondoa, pour vraiment ce discours très intéressant et très utile qui montre votre expérience, l'expérience que vous avez d'avoir traversé tout le système. Et merci aussi pour la leçon finale, la recommandation qui nous invite à ne pas prendre des solutions qui finalement vont créer des problèmes. Donc, merci beaucoup. À présent, nous allons passer la parole à Madame Noura Taïri, inspectrice principale au niveau du ministère de l'Éducation de l'Algérie, qui va nous faire part des dispositifs mis en place au niveau de son pays. Madame Noura, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez, Saliou? Oui, je vous entends parfaitement. Très bien. Bonjour alors tout le monde. Je me présente. Je suis Madame Taïri Noura, inspectrice centrale au ministère de l'Éducation nationale. Je viens aujourd'hui partager avec vous l'approche de l'Algérie face à cette situation sanitaire dont on fait tous face et qui a ses répercussions sur les systèmes éducatifs à travers tout le monde. Donc, le confinement des apprenants en Algérie a commencé le 15 mars, une semaine avant les vacances prévues pour le 19 mars. Dès lors, le ministère a travaillé d'arrache-pied pour relever le défi et mettre en place un plan d'action pour assurer une continuité et finaliser le programme. Donc, le plan d'action comprend plusieurs étapes. Tout d'abord, un état des lieux a été réalisé pour constater l'état d'avancement dans l'exécution des programmes dans chaque discipline et pour chaque année des 3 cycles, primaire, moyen et secondaire.
Le constat relevé comme justement programmé, prévu, que les programmes restants à réaliser ne représentaient en fait que 15 à 25% de l'ensemble des programmes selon la discipline. Donc, le défi n'est pas vraiment très important et possiblement réalisable avec un plan d'action bien mis en place. Donc, et c'est par la suite que les inspecteurs de différentes disciplines sont sollicités pour accompagner et encadrer les enseignants, pour préparer et enregistrer des séquences de cours pour leur diffusion à la télévision nationale et d'autres qui seront accessibles via les plateformes numériques de l'ONEFD. L'ONEFD, c'est l'Office national d'enseignement et de formation à distance qui est un organisme sous tutelle rattaché au ministère de l'Éducation nationale. Donc, par la suite, le plan d'action comprend bien sûr plusieurs stratégies et dispositifs selon la priorité et l'urgence. Le premier dispositif mis en place a pour objectif d'assurer une bonne préparation et une continuité dans le processus d'apprentissage pour les apprenants de classe d'examen en fin de 3 cycles. Donc, c'est la 5e au cycle primaire, le BEM, brevet d'enseignement moyen pour le cycle moyen, et le baccalauréat pour la fin du cycle de secondaire. C'est ainsi que l'enregistrement des séances d'apprentissage télévisées ont été réalisées dans toutes les disciplines et leur diffusion à la télévision nationale a commencé déjà à partir du 5 avril 2020 et s'étalera le long du trimestre selon un calendrier établi. Et le 5, pour rappeler, le 5 avril, c'était la date de la rentrée prévue après les vacances. Et je tiens à vous rappeler que le confinement, bien sûr, a été justement retardé maintenant jusqu'au 19 avril et la date pourrait encore changer et peut-être s'étaler sur le trimestre selon l'évolution de la situation sanitaire. Le deuxième dispositif vise à atteindre toute la population scolaire à travers tout le territoire national. Pour ce faire, 12 annexes de l'ONEFD, l'organisme dont je vous ai parlé auparavant, répartis à travers les différentes wilayas. Wilaya, c'est le département administratif régional en Algérie. Donc, 12 annexes de l'ONEFD répartis à travers ces différentes wilayas ont pris en charge l'enregistrement vidéo des séances d'apprentissage prévues dans les programmes pour le 3e trimestre. Chaque annexe s'est chargée de l'enregistrement des séances d'un niveau scolaire d'un des 3 cycles. Par ailleurs, 8 autres annexes de l'ONEFD aussi, dans d'autres wilayas, ont pris en charge l'enregistrement des séances d'application pour les cours enregistrés auparavant. Un calendrier de leur diffusion a été établi et a été envoyé à toutes les directions de l'éducation à travers les wilayas en Algérie et a commencé justement la diffusion a commencé depuis le 5 avril justement de la rentrée. Et la diffusion se fait bien sûr à travers les canaux de l'ONEFD, c'est des plateformes numériques, et à travers aussi YouTube. Et il y a des discussions pour que ça passe aussi sur la radio nationale. De plus, l'ONEFD dispose dans son registre d'une banque de ressources de soutien scolaire qui est rendue accessible aux apprenants via ces plateformes numériques et à travers les différentes régions. Un autre dispositif qui vient de démarrer et l'enregistrement va commencer la semaine prochaine, et ça sera au niveau du CIRIST,
Le CERIS, c'est le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique qui a mis à disposition du ministère de l'enseignement de l'éducation ces studios pour enregistrer justement des séances sur comment traiter des sujets d'examen pour préparer les apprenants aux examens de fin d'année. Maintenant pour parler des... Donc, ceci pour résumer tous les dispositifs qui ont été mis en place par l'Algérie, par le ministère de l'Éducation nationale en Algérie pour faire face à ce défi et assurer la continuité dans les apprentissages pour les apprenants. Maintenant, comme je l'avais présenté avant, les technologies qu'on a mis en place et les masses médias qui ont contribué à réaliser ces objectifs sont bien sûr, il y a eu un plan intersectoriel, donc une collaboration entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Communication. Donc, ça a rendu possible l'enregistrement des cours dans les studios de la télévision et leur diffusion à la télévision nationale. Et aussi, bien sûr, l'ONEFT, qui est aussi un organisme sous tutelle que le ministère a mobilisé pour rendre possible cette continuité des apprentissages des apprenants. Nous comprenons bien sûr que ça ne peut pas remplacer la classe et l'enseignant, mais c'est un plan pour, je pense, un plan B pour éviter un décrochage scolaire et que les apprenants soient, qu'il y ait possibilité pour les apprenants de suivre les cours de leur maison. Merci bien, ma présentation est finie. Donc, voici le plan que l'Algérie a réalisé pour faire face à ce défi. Merci. Merci beaucoup, Madame Noira, pour cet exposé qui est très riche et qui partage des dispositions pratiques qui ont été prises au niveau de l'Algérie à travers un plan de travail qui comporte des dispositifs très concrets. Donc, merci beaucoup et je pense que les uns et les autres vont prendre bonne note de ces dispositifs. Merci à vous. À présent, nous allons donner la parole à M. Bakary Mouzmogne, qui va, au nom des Comores, présenter les dispositifs qui ont été pris. Désolé, c'est pas moi, c'est le Burundi, c'est le Burundi. Je m'excuse. C'est M. Jean-Marie Rourankiriza, conseiller au cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Il va nous faire part des dispositifs qui ont été pris au niveau du Burundi. Je signale qu'au niveau du Burundi, jusqu'à les dernières informations, il n'y a qu'un seul cas de coronavirus. Donc, monsieur Jean-Marie, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais vous parler de l'état de la préparation, de la prévention de la maladie du coronavirus en milieu scolaire au Burundi. Et nous allons d'abord visiter ensemble le contexte général qui prévaut au Burundi, et puis nous passerons par des objectifs et nous allons voir le plan de réponse COVID-19 au secteur de l'éducation. Nous allons voir les actions de préparation, dont les actions déjà entreprises, les actions en cours de préparation et les mesures concrètes qui ont été envisagées par le gouvernement. Je veux dire les mesures concrètes de prévention d'ordre général. Contexte général. À la fin de l'année 2019, plus exactement le 31 décembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a été informée de plusieurs cas de pneumonie d'allure virale dans la ville de Wuhan, située au centre de la Chine. La découverte du Covid-19 en lien avec cette pneumonie a été officiellement annoncée par les autorités chinoises le 7 janvier. Et le 30 janvier 2020, l'OMS a déclaré cette maladie une urgence de santé publique de portée mondiale. Le plan de contingence nationale intégré de prévention des risques et de gestion des catastrophes indique que les épidémies
viennent parmi les risques majeurs au Burundi. Il s'agit essentiellement de maladies de main sale comme le choléra, le paludisme, sans oublier la maladie à virus Ebola qui vient de sévir avec sévérité en République démocratique du Congo. Mais nous sommes très encouragés parce que la machine administrative tourne normalement et des mesures très strictes sont déjà prises au niveau des postes frontaliers et aériens. Toutes les écoles sont encore ouvertes, ainsi que les espaces publics, les restaurants, les salles de sport, les églises, les mosquées et les lieux touristiques. Aucune restriction de mouvement ni de circulation entre les provinces et les communes n'est effectuée et la population vit comme d'habitude. Le public cible du projet que nous présentons est essentiellement constitué des usagers des écoles, notamment les élèves, les éducateurs et les autres usagers des écoles, comme par exemple les membres des comités de gestion des écoles. Et aujourd'hui, au total, les effectifs de la population des communautés scolaires sont synthétisés dans le tableau ci-après. Nous avons d'abord un tableau qui présente le type d'école dans la première colonne, le nombre d'écoles, le nombre d'élèves et le nombre d'enseignants. Et au total, nous avons dans les écoles publiques 7308 écoles publiques avec une population de 2 282 900 et élèves et 78 Au niveau des écoles publiques, nous avons 4 qui hébergent 64 122 élèves avec 3 051 enseignants. Au total, nous avons 7 791 écoles avec une population de 3 47 086 enfants qui sont enseignés par 81 909 enseignants. Et au total, les enfants et les enseignants forment en contingent de 3 128 995 personnes qu'il faut protéger. Alors, quel est l'objectif de ce projet? L'objectif de ce projet est de contribuer aux efforts de prévention contre le COVID-19 à travers l'engagement et l'implication des communautés scolaires dans la lutte et la prévention à travers des actions de communication du risque portant sur la diffusion des messages de prévention à travers des affiches disséminées dans toutes les écoles et la mise à disposition des kits de lavage de mains. Plus spécifiquement, il va s'agir d'engager le public cible à travers des messages incitant au changement des comportements dans le cadre de la prévention contre le COVID-19 et d'autres maladies évitables par les mesures d'hygiène de base. Il va s'agir également de doter des dispositifs de lavage de mains à toutes les écoles, inciter tous les usagers de les utiliser fréquemment. Le public cible de ce projet est essentiellement constitué des usagers des écoles, notamment les élèves, les éducateurs et les autres usagers des écoles, tels que je l'ai souligné plus haut. Et aujourd'hui, le ministère de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle travaille actuellement sur un plan ayant comme objectif principal de réduire au maximum l'impact du coronavirus sur l'apprentissage des enfants et assurer la continuité de leur scolarisation, peu importe la situation. Ces efforts ne sont pas destinés à être obligatoires ou à assurer la continuité du processus éducatif avec toutes ses composantes, mais visent à maintenir les enfants connectés au processus d'apprentissage
et à leur fournir les ressources utiles pour l'auto-apprentissage une fois qu'ils ne seront pas à l'école. Le plan d'intervention d'urgence COVID-19 vise à appuyer le ministère de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle du Burundi afin qu'il planifie des mesures de préparation et d'intervention pour assurer la sécurité et le bien-être psychosocial des élèves et la continuité du transfert des connaissances et d'informations à tous les enfants. Le document supporte toutes les interventions liées à la réponse COVID-19 et met en évidence les domaines dans lesquels les besoins externes de soutien technique et financier des donateurs et des partenaires sont requis. Premièrement, en cas de pandémie, en cas de non-pandémie, c'est-à-dire la période pré-pandémie, les écoles restent ouvertes. Les élèves et leurs familles disposent des informations adéquates sur les mesures de prévention et de la prévention de la pandémie et de l'hygiène. On va essayer de traduire en langue locale tous les messages officiels émanant d'organisations internationales telles que l'OMS, l'UNICEF et surtout ceux qui relèvent du secteur de l'éducation. On va envoyer, partager les messages traduits en Kirundi dans les canaux de communication officiels du ministère de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle, dans les 18 directions provinciales de l'éducation et les 119 directions communales de l'éducation. Deuxièmement, en cas de pandémie et d'urgence, les écoles sont fermées. Les élèves et les familles posent des informations adéquates sur les mesures de prévention de la pandémie et de l'hygiène. Les élèves et leurs parents ont accès et peuvent suivre des cours à distance gratuits et adaptés à leur niveau d'études pour assurer la continuité de l'apprentissage et la scolarisation des élèves. On va soutenir le bien-être, on va faire le soutien du bien-être social des élèves et de leurs parents et des enseignants. On va améliorer... Monsieur Jean-Marie, oui. Il vous reste 2 minutes pour terminer la présentation, s'il vous plaît. 2 minutes. Maintenant, la période après la pandémie, c'est la réouverture des écoles. Toutes les écoles sont nettoyées et désinfectées avec leur ouverture, avant leur ouverture. Les actions concrètes. Nous avons la mise en place d'un comité de pilotage dirigé par le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes, la mise en place d'un comité interministériel de crise, le plan de contingence nationale et de riposte qui est déjà élaboré, et une séance des partenaires techniques et financiers et les agences des Nations Unies sur le financement de ce plan a eu lieu. Et des mesures de prévention ont été prises par le gouvernement, notamment le fait de surveiller les frontières, le fait de tester les gens qui arrivent de l'aéroport international et les gens qui arrivent des pays limitrophes. La gestion des frontières dans les structures de santé prévues pour cela, et le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida assure la coordination et fait la mise à jour de la situation des mesures et la réponse. Et il y a aussi la gestion des remèdes. Cependant, nous avons un défi qui n'est pas des moindres, c'est un défi qui concerne les moyens et équipements de protection individuelle comme le masque, les gants, les ambulances, les frontières perméables, alors que les pays limitrophes ont connu depuis un certain temps des cas confirmés. Maintenant, en conclusion, je vous dirais que le secteur et le pays en général continuent de s'y préparer. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie, pour cette information
qui nous fait part du fait que le Burundi vit une situation où il n'y a pas de restriction de mouvement et que toutes les écoles fonctionnent normalement. Donc, toutes les dispositions prises sont vraiment de l'ordre de la prévention. On croise les doigts pour que cette situation-là demeure. À présent, nous allons donner la parole à M. Bakary Mouzé-Mon, qui va parler au nom des Comores en faisant état des dispositifs qui sont mis en place dans ce pays. Et là aussi, je signale que jusqu'ici, on croise les doigts, le Comore n'a pas enregistré un seul cas de coronavirus. Donc, M. Bakary, vous avez la parole. D'accord, tu seras là-bas jusqu'à 3 jours. M. Bakary? Ok, attends. Allô? Allô, bonjour, ça. Allez-y, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Allez-y. Monsieur Bakary. Oui, ça va. Ça va, Saliou? Allô, oui, vous ça va m'entendez? Parfaitement. Vous avez la parole. Ok, merci. Bonjour à tous et à toutes. Là, nous sommes au Comores. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas les Comores. Donc, c'est un État de 4 îles qui est au niveau de l'océan Indien et ce sont des États insulaires. Donc là, géographiquement, entre Madagascar et la Tanzanie, pour ceux qui ne connaissent pas les Comores. Et moi qui vous présente, c'est M. Bakary Mouzé-Mon qui est là, comme le nom, comme c'est déjà indiqué, c'est le responsable de la politique et des programmes de l'enseignement de base et membre de la coordination sectorielle aussi de l'éducation en situation d'urgence. Et mes coordonnées sont ici données. Alors, nous allons ensemble. On peut passer. Allez-y, Saliou. On peut aller au slide suivant, M. Saliou. Alors, ici au Comores, nous avons, après, de dire et de confirmer que jusqu'à maintenant au Comores, nous n'avons eu aucun cas de coronavirus au niveau pays. Mais toutes les mesures de prévention et de protection des enfants sont toujours en vigueur et il y a eu quand même des mesures drastiques qui ont été mises sur place par le gouvernement comorien. Et parmi les mesures qui ont été engagées par le gouvernement, c'est la fermeture des établissements scolaires, techniques, universitaires depuis le 16 mars 2020 par un décret suivi d'un arrêté ministériel de l'éducation nationale. Comme vous le voyez ici, nous avons ensemble le préscolaire qui compte 13 139 400 élèves. Nous avons le collège qui compte 50 755 élèves. Nous avons le lycée qui compte aussi 22 940 élèves. Nous avons l'enseignement technique. Nous avons l'université. Nous avons aussi l'administration. Donc là, les mesures qui ont été prises concernent l'ensemble de tous ces élèves-là, y compris les enseignants et les personnels administratifs, dont là, nous avons 4 996 enseignants et 1 715 personnels de l'administration. Donc, tous ces gens-là sont impliqués dans la mesure de l'impact du Covid-19 et toutes les actions que nous devons mener, c'est en face de cette population-là. Vous allez dire que ce sont des petits chiffres, mais là, nous sommes au Comores. Comme je vous dis, le Comores ne compte actuellement 750 000 habitants. Et c'est un pays très vulnérable. Il est vulnérable sur l'aspect organisationnel parce que d'abord, c'est un pays qui est insulaire, montagneux et qui manque de structures de communication fiables et de transport aérien et maritime adéquates. Et ce qui fait que les mesures de prévention, de protection demandent des dispositions assez rigoureuses.
Au niveau du ministère, nous avons la structure nationale chargée de la formation à distance. Cette structure n'existe pas. Et il y avait autrefois ce qu'on appelle la radio éducative. Et c'est la radio éducative aussi, elle ne fonctionne plus, faute de personnel et d'équipement adéquat. Et aussi, là, a été aggravé lorsque nous avons le cyclone Kenneth l'année dernière qui a endommagé une partie du bâtiment et des installations qui se trouvaient. Et là, le peu de personnes qui est là ne peut plus travailler. Nous avons aussi une vulnérabilité conjoncturelle. Plus de 70% du personnel éducatif maîtrise à peine l'outil informatique. Et aussi la non-intégration de la TIS dans les programmes scolaires et l'accès très limité des professeurs à l'outil informatique et à l'Internet, ainsi que certains agents du ministère de l'Éducation nationale et du Centre national d'enseignement à distance. Mais il y a aussi l'existence de certaines zones toujours enclavées, non arrosées par radio, ni par télévision, ni par Internet. Donc là, dans ce cas-là, nous voyons très bien que là, le personnel, là, il y a un problème de collaboration. Ça veut dire que là, il y a un travail à faire parce que tous les supports que nous aurons à élaborer, vont varier selon les types. Tous les supports que nous aurons à élaborer vont varier selon le type de zone que nous aurons à intervenir. Allô? Tous les types de trucs que nous aurons à élaborer vont varier selon le type de public que nous aurons à élaborer. Il y a des gens que nous aurons à travailler avec des zones que nous aurons à travailler avec la radio. Il y a des zones où nous aurons à travailler avec des supports numériques et Internet. Il y a des zones où c'est la version papier qui serait le plus efficace parce qu'il n'y a pas la radio, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas l'Internet. Donc là, la version papier qui serait obligée, bien qu'on nous dise que c'est aussi une source de propagation, mais aussi avec les moyens pour que chacun ait une formation, on est obligé de mettre en place des dispositifs de sécurisation et de protection et pour que ces papiers ne soient pas des mesures de vecteurs de vulgarisation. Alors, sur le plan structurel, nous avons une vulnérabilité aussi structurelle, qu'il y a une réponse tardive à la pandémie du Covid-19 et peut être source de perte des indicateurs parce que, bien sûr, là, comme les enfants, depuis le 16 mars, ils sont à la maison, ils ne font pas de cours. Donc là, on risque de perdre le peu d'indicateurs que nous avons pour le système éducatif dans tous les aspects de la formation, dans l'accès, la qualité et la gouvernance. Il y a l'absence d'une structure légale d'échange entre les parents et les élèves et le ministère. Il y a aussi la coordination sectorielle de l'éducation en situation d'urgence moins performante. Il y a aussi la non-intégration de la pandémie dans la COVID-19 dans les risques de catastrophe aux Comores et absence des points d'eau et de toilettes dans certaines écoles et non-application effective des processus de lavage de mains dans les écoles. Donc tout ça, ce sont des vulnérabilités qui sont là et que nous devons quand même travailler. Oui, Monsieur vous m'entendez? Vous avez 2 minutes pour terminer, s'il vous plaît. Vous avez 2 minutes. Il vous reste 2 minutes. OK. Alors, au niveau structurel, donc, nous avons la crise. Donc, nous allons. Quels sont nos axes Nos axes de production, nos axes stratégiques. Nos axes stratégiques, nous avons d'abord fait une évaluation des programmes, de tous les programmes qui ont été faits. Après cette évaluation des programmes, nous allons passer à la cartographie de toutes les stations radio aux Comores existantes
Et après cette élaboration, après, si nous avons élaboré la cartographie, nous allons après élaborer les cours avec les enseignants et la disponibilisation des cours en 6. Allô? Allô? Allô, Bakary? Allô? Bakary? Nous avons quelques soucis avec Bakary. Il y aura une copie et en vidéo. Allô, Bakary? Allô? Voilà, excusez-moi, la connexion s'était coupée, c'est pas de faute. Oui, alors je vous reçois, c'est la faute de Comores Télécom. En guise de conclusion, donc là, je vous dis que là, nous avons les axes de production. Nous allons activer le centre d'alphabétisation et de formation à distance à travers le réseau de radio communautaire et la diffusion et pour la diffusion radio, et aussi activation des centres de documentation et de diffusion scientifique pour la reproduction des papiers et la contractualisation avec l'Office national des radios et des télévisions des Comores pour les émissions télévisées. Donc là, s'il y a d'autres questions, peut-être je vais répondre, mais le temps imparti est déjà épuisé. Mais s'il y a d'autres questions, je peux répondre et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bakary, sur les aléas de la technologie. Donc, merci beaucoup de nous informer du fait que malgré qu'il n'y a pas de cas de coronavirus, les écoles et établissements scolaires sont fermés par mesure de prévention. Donc, merci beaucoup. À présent, nous allons passer la parole à M. Massamba Thiam, chef de la division de la radio-télévision scolaire du ministère. Allô, Massamba. Massamba. Allô. Allô. Je vous entends bien. Allez-y, Massamba, vous avez la parole. Voilà, donc si je suis bien entendu. Je pense que je vais couper quoi. Alors, donc, ce qu'il faut dire pour le Sénégal, je vais d'abord remercier tout le monde et dire que par rapport au coronavirus, au moment où je parle, depuis le 2 mars, apparition du premier cas, le Sénégal aujourd'hui est à 244 cas de coronavirus qui ont été recensés au Sénégal, 113 patients guéris, 2 décédés et à ce jour 128 patients sous traitement. Alors, il faut dire qu'à l'instar de la communauté internationale, le Sénégal qui a enregistré son premier cas le 2 mars donc, a mis en place effectivement un plan de riposte national. Et dans ce plan de riposte, des décisions ont été prises et allant dans le sens surtout de former les structures d'enseignement, d'apprentissage et de formation. Alors, en conséquence, donc, au Sénégal, on peut peut-être dénombrer presque plus de 3 500 000 apprenants. Donc, des gens véritablement qu'on appelle, nous, la population scolaire, qui étaient véritablement donc obligés de retourner à la maison. Et aussitôt, le Sénégal a mis en place un plan de riposte et le plan de riposte, en tout cas au niveau de l'éducation nationale, a été circonscrit sous forme d'une initiative ou pour dire aussi sous forme
sous forme d'une initiative globale qu'on a appelée Apprendre à la maison. Apprendre à la maison, c'était donc une stratégie qui vise à assurer une continuité pédagogique par la production de ressources numériques. Donc, il y avait déjà des plateformes qu'on peut utiliser, mais également aussi les médias et les autres supports comme les réseaux sociaux et le papier. Alors, dans les zones où, comme on l'a dit, il n'y a pas de connectivité, donc ce sont surtout les papiers et beaucoup de choses qui ont été décidées de faire. Il faut dire qu'à côté de cette initiative pédagogique, un plan de communication, d'information et de sensibilisation a été mis en œuvre. Donc, il y a eu des messages sous forme de spots, des affiches, des émissions de sensibilisation qui ont été diffusées effectivement par le ministère de l'Éducation nationale pour d'abord informer les élèves, rassurer les parents et mobiliser la communauté à accompagner ce plan. Le numérique a été utilisé, on l'a dit, le Sénégal donc aujourd'hui avec presque 15 millions d'habitants a presque 9,5 millions de personnes qui sont connectées. Alors ça veut dire qu'il y avait déjà une bonne disposition pour que le numérique commence à l'école. Et le ministère de l'Éducation nationale a déjà une expérience assez intéressante. D'abord, depuis le début, avec le projet Sankoré, ensuite, il y a eu le CIMEN, un système d'information et de management qui a permis de connecter l'ensemble des élèves, l'ensemble des enseignants sous forme d'IN. Nous avons également les ressources numériques pour tous. Et c'est un autre projet qui a permis d'installer des valises numériques un peu partout dans les écoles et de pouvoir déjà faire une large formation de l'utilisation des TIC, donc de l'informatique dans les écoles. Il y a également beaucoup d'initiatives privées qui avaient créé des plateformes d'enseignement avec des ressources libres. Maintenant, proprement dit, au niveau du Sénégal, il y a une initiative qui a été prise parce que l'État du Sénégal, dès le départ, avait déjà identifié les différents secteurs d'action et l'éducation a été vraiment privilégiée. Et le ministère de la Communication avait même ouvert un canal spécialement dédié à faire passer des contenus pédagogiques, donc à diffuser des enseignements. Et ce canal, donc, aujourd'hui, a permis, déjà est en phase test, normalement, incessamment, aujourd'hui ou demain, ça va être lancé et les programmes tests ont déjà démarré. Donc, dans cette semaine, on continue les tests. Dans la prochaine semaine, donc, la télévision démarre carrément. Le choix de la télévision, on a fait un choix sur la télévision nationale, donc, et ça, c'est lié par rapport à son taux de pénétration. C'est la RTS donc, qui va porter ce projet. Le projet va d'abord avoir son propre canal, mais les émissions qui seront diffusées à ce niveau, ce sont des émissions éducatives, donc qui sont conçues par ce que nous appelons les inspecteurs généraux de l'éducation avec l'ensemble des pôles pédagogiques et qui vont après maintenant valider les fiches et avec l'appui du bras technique du ministère de l'Éducation nationale, qui est la division de la radio-télévision scolaire, les émissions sont en train d'être enregistrées et après chaque enregistrement maintenant, on va passer à la diffusion. Alors, ce qui est retenu, c'est que c'est en tout cas des secteurs qui ont des missions de service public qui sont mobilisés, à savoir la télévision nationale, l'université virtuelle, le TDS et le ministère de la Communication qui sont à côté du ministère de l'Éducation. Alors, ce canal qui a été dédié va donc diffuser des émissions, va diffuser également des programmes éducatifs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura forcément un programme qui va accompagner pendant toute cette période de sensibilisation, d'information, des documentaires, des divertissements pour pouvoir retenir les élèves souvent aussi en dehors des heures pédagogiques. Il faut dire que le Sénégal aussi a eu la chance d'avoir beaucoup d'initiatives privées. Dès que le coronavirus a commencé au Sénégal, dès qu'il y a eu la fermeture des écoles, plusieurs chaînes de télé, de radio et même au niveau de l'Internet, sur les plateformes, les gens ont déclenché véritablement un plan de réponse avec des leçons, avec des conseils, avec beaucoup d'idées. Et c'est des programmes qui sont validés, comme je l'ai dit, pour ce qui concerne la chaîne nationale, validée par les inspecteurs généraux, mais qui devraient également aussi être prises en compte dans d'autres médias, en tout cas qui seront des partenaires. Et comme on l'a dit,
à côté de la télévision, il faut qu'il y ait également aussi d'autres supports qui peuvent aller là où peut-être c'est des zones qui ne sont pas encore couvertes par le signal de la télé ou par l'Internet. Et c'est là l'intérêt d'utiliser les radios communautaires. Parce que déjà, il y a les radios communautaires avec le ministère de l'Éducation nationale sont donc dans un partenariat qui va permettre d'aller jusqu'aux zones les plus reculées pour pouvoir aider à apporter des contenus pédagogiques. Et ces contenus pédagogiques, comme je l'ai dit, seront validés progressivement par le dispositif mis en place dans le cadre d'apprendre à la maison. L'exploitation pédagogique, donc, c'est d'abord les enseignants qui trouvent un compte parce que ça leur permet de se rattraper peut-être sur des choses qu'ils n'ont pas pu réaliser à l'école sous forme d'extramuros. Les élèves également aussi, confortablement autour de leurs parents, pourront peut-être accueillir un enseignement véritablement en fonction du contexte et en fonction du milieu. Donc, je pense que c'est également aussi l'exploitation pédagogique possible, c'est que c'est des choses qu'on peut diffuser, rediffuser et repasser. Il y a également aussi, ce qu'on a dit, dans les zones plus ou moins déshéritées, où le ministère a provisoirement fait le choix d'utiliser des polycopes, en tout cas les outils traditionnels. Et je pense que c'est des fascicules. Et avec l'appui des partenaires, il y a même un projet de dotation de tablettes. Et c'est des tablettes où on va embarquer les ressources numériques, c'est-à-dire les leçons, telles que comme on a prévu de les faire et pour les donner également aussi à ces établissements. Alors, cela aussi a réveillé un partenariat, comme on le dit. Le ministère de l'Éducation nationale avait déjà un dispositif qui lui permettait déjà de démarrer un enseignement avec les TIC. Mais là, maintenant, d'autres partenaires viennent dans le cas précis, comme l'Université virtuelle du Sénégal, qui, depuis presque 4 ans ou 5 ans, est en train de faire un bon travail avec plusieurs milliers d'étudiants qui ne sont plus dans des universités, mais qui sont simplement peut-être dans des foyers, dans des zénos où ils se regroupent avec leurs ordinateurs et que les enseignements sont dispensés donc à distance. Donc cette expérience aussi, nous l'avons capitalisée et ils nous ont rejoints dans le partenariat. Il y a également aussi, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, ce que le Sénégal avait comme dispositif à travers le CIMEN où les élèves et les enseignants sont identifiés. Et donc là aussi, ça va nous permettre de nous accompagner. Plus maintenant, tous les autres partenaires qui sont venus se joindre au ministère de l'Éducation pour donner des ressources gratuitement, pour ouvrir leur plateforme, mais également pour accompagner le système sous forme de conseil. Sur le financement, il faut dire que le Sénégal, le gouvernement du Sénégal, depuis le début, avait déjà mis en place un fonds d'urgence. Et ce fonds d'urgence a déjà permis donc, à ces secteurs névralgiques de pouvoir puiser carrément sur des fonds de l'État pour pouvoir démarrer la riposte. Véritablement, une riposte qui a encore aussi besoin d'autres partenaires. Et c'est ainsi qu'en tout cas, dans le cadre de l'initiative Apprendre à la maison, que le ministère de l'Éducation nationale est en train de dérouler, des partenariats déjà sont signalés, les partenariats traditionnels comme l'UNICEF, l'UNESCO, la Banque mondiale. Donc voilà, les gens sont en train de travailler autour de ça. Vraiment pour terminer. Dans le cadre de cette réponse, le Sénégal, au-delà donc de ce qui va être la continuité pédagogique, a mis en place aussi un plan de communication qui va accompagner tout le secteur et également aussi c'est ouvert à un partenariat. Et aujourd'hui, les médias, en tout cas pour l'instant, les médias traditionnels comme les radios, les télés, en tout cas jouent un rôle très important. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que le ministère va continuer à veiller à la continuité pédagogique dans les normes et devrait permettre donc à l'école sénégalaise de terminer en tout cas cette partie ou même si ça devait continuer, que les enseignements continuent. Maintenant, il faut juste continuer à travailler sur le recueil et ça a été déjà fait par les pédagogues, le recueil et l'analyse des niveaux de progression dans les écoles et dans les établissements. Il faut également aussi qu'on aille vers l'évaluation de toutes les ressources parce qu'il y a des gens qui mettent des ressources. Donc, il faut qu'on évalue à un moment donné et qu'on regarde un peu comment anticiper et améliorer tout ce qui concerne la fracture numérique qui existe déjà au niveau des régions. La collecte de toutes les initiatives d'enseignement à distance, donc quel que soit le médium utilisé, je pense qu'il va aller à un moment où les gens devraient s'arrêter, essayer de voir ce qui est en train d'être fait
et de corriger. Parce qu'avec, par exemple, l'ensemble des télés et des radios, au départ, il y a eu plusieurs difficultés, il y a eu plusieurs problèmes, parce que les gens ne s'étaient pas bien préparés et n'avaient pas pris le contact avec le ministère de l'Éducation nationale pour les aider à trouver des enseignants au moins qui ont été véritablement estampillés, bons, ou en tout cas capables de faire ce travail. Il y a également aussi tout ce qu'il faut comprendre, c'est la cohérence. Donc voilà très rapidement le truc que je voulais faire en disant que donc avec les médias, avec l'internet, avec les réseaux sociaux et la mobilisation de toutes les communautés, la mobilisation de tous les partenaires, parce que le ministère de l'Éducation nationale est dans cette initiative avec les syndicats d'enseignants, avec les associations des parents d'élèves, avec les associations des écoles coraniques. Et il faut également aussi reconnaître que dans ce mouvement d'ensemble, tous les secteurs et sous-secteurs de l'éducation vont être pris en charge, que ce soit l'éducation formelle. Allô? Massamba, j'ai été obligé de vous couper parce que vous avez débordé de 2 minutes là. Hein? Merci, on a entendu l'essentiel. Les dispositifs sont pris, surtout au niveau des masses médias, notamment la télévision et l'implication des acteurs de l'éducation. Vous avez aussi fait mention d'une stratégie très importante, c'est l'implication du privé dans la gestion, n'est-ce pas, de la situation. Donc, merci beaucoup pour le partage de ces informations. À présent, nous allons passer à la session d'échange, les questions-réponses. Nous allons inviter Catherine Collin du bureau de Dakar, qui va nous faire l'honneur de partager avec nous les questions. Bonjour Saliou, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Ok, c'est parfait. Donc, je vais parcourir quelques questions et certaines sont directement adressées aux orateurs, d'autres sont d'ordre plus général. C'est ouvert, mais l'essentiel était déjà fini, c'est la partie il y a eu toute une série de questions. Il y a quelqu'un qui est en train de parler en même temps. Donc, il y a eu toute une série de questions qui concernaient la proportion des apprenants que l'on pourrait atteindre avec les différents canaux qui ont été il y a à peu près 66 participants, mais je n'ai pas vu. Par les différents orateurs. Il était avec vous, non? Alors, la question se pose de savoir, est-ce qu'on a une idée du pourcentage d'apprenants qui peuvent être atteints par ces différents canaux? Est-ce que peut-être on peut demander à Nora de répondre? Nora? Nora? Je vous entends, oui. Il a partagé le mail, quoi. Vous pouvez répondre à cette question? Bon, je pense, nous, on a ciblé comment, comme je l'ai présenté dans... Bonjour Catherine, d'abord. Donc, comme je l'ai présenté dans ma présentation, j'ai dit que l'audience cible pour le deuxième dispositif, c'est toute la population scolaire. Donc, à travers les canaux de l'ONEFD. L'ONEF est pour faciliter justement l'accès à l'ONEF et via YouTube et tout. On a réservé des chronos par région, par wilaya pour accéder, pour qu'il n'y ait pas saturation. Donc pour l'instant, le processus est en cours. Donc c'est la première semaine. Il est déjà fonctionnel. D'ici la fin de semaine, on va faire justement une évaluation pour voir le nombre des élèves qui ont accédé à ces sites. Mais nous ne pouvons pas savoir qui et qui ne l'a pas fait parce que les élèves n'ont pas de compte justement. Donc, ils ont juste accès et on pourra juste avoir le nombre des élèves qui ont accédé. Donc, c'est pour répondre à votre question. Je pense que c'est très tôt de savoir, d'évaluer est-ce qu'un nombre très important
au moins importants ont accédé à ces sites, mais nous, notre cible, c'est de viser tous les apprenants scolarisés à travers l'Algérie. Merci. Merci beaucoup, Nora. Catherine, à vous. Alors, une question qui est aussi en lien avec cet accès à distance. Est-ce que l'accès est gratuit ou est-ce qu'il est question de payer des frais de connexion pour les élèves et ou les enseignants qui n'y auraient pas accès dès le départ? À qui la question? Est-ce que je peux pendant répondre? l'intervention de Nora, oui. Oui, donc l'accès à ces sites demande justement la connexion domestique d'Internet, certainement, mais pas un coût ajouté à ça. Si vous avez accès à Internet à la maison, vous accédez à ces canaux, à ces sites. Donc, il n'y a pas un coût supplémentaire par rapport à l'accès de ces sites. OK. Merci. Alors, une autre catégorie de questions, c'était dans votre approche en Algérie, est-ce qu'il y a une dimension éducation parentale qui a été destinée à la prise en compte des tout-petits? Nora? Oui, il y a une dimension justement parce que vous avez vu dans les dispositifs qu'on a mis en place, il y a un dispositif qui est des activités d'application. Donc, il n'y a pas un engagement direct des parents, mais les parents sont sollicités et sont invités à suivre les parents. Et c'est ce que a révélé le constat quand on a fait, parce que dès la mise en œuvre de ce dispositif, il y a eu des caméras de télévision qui se sont déplacées dans les maisons pour voir comment les enfants sont suivis par les parents. En fait, oui. Et je peux vous dire aussi que l'engagement parental dans le suivi de l'éducation de leur enfant est un processus tout à fait normal. Ça se faisait déjà. Les parents sont très engagés, même quand les élèves fréquentaient les classes. Donc, le suivi se faisait tous les soirs par les parents et c'est un processus qui continue maintenant que les cours sont diffusés à la télé ou via les canaux de l'enseignement à distance. Merci Nora. Alors, la même question du suivi avait été aussi adressée au Cameroun. Est-ce qu'il est possible d'ores et déjà d'évaluer le taux d'atteinte des enfants qui sont surtout situés dans l'arrière-pays, notamment dans les zones rurales, par ces ressources alternatives télé-radio? La question s'adresse à M. Ondua. Voilà, on va faire une exception pour Ondua parce qu'il était question que les 4 représentants des pays répondent, mais on peut faire exception pour Ondua. Allez-y, docteur. Oui, merci. Pour le moment, on ne peut pas effectivement avoir les moyens d'évaluer le nombre d'enfants qui peuvent être atteints par le dispositif, étant entendu que, d'abord, le dispositif vient d'être mis en place et on n'a pas les données fiables sur le nombre d'enfants qui ont effectivement accès aux médias publics, aux mass médias. Mais globalement, d'ici la fin de l'expérimentation, parce que les délégations départementales et les communes sont mises à contribution, donc on pourra d'ici peu avoir le nombre d'enfants qui sont touchés par le dispositif qui est mis sur pied. Allô? 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 Vous me suivez? Oui, nous vous entendons, oui. Catherine, allez-y. Salut, est-ce qu'on laisse les autres présentateurs peut-être répondre à la question? C'est une. Oui, ce serait bien. Ce serait bien de les entendre, oui, OK. OK. Monsieur Jean-Marie du Burundi, sur la question du suivi au niveau des élèves, sur l'accès. Merci beaucoup de la question. Au niveau des enfants qui doivent être protégés, je vous ai bien dit que nous avons un total de 3 047 086 enfants. Et si on y ajoute les enseignants, ça fait 3 128 995. Nous nourrissons l'ambition de pouvoir protéger tout le monde. C'est notre rêve. Mais vu la réalité du pays, vu que la plupart des gens la plupart de la population sont des populations rurales, il n'est pas évident que tout le monde soit atteint. Mais
dans nos ambitions, nous comptons au moins toucher 70% de la population scolaire. Merci, monsieur. On va passer la parole à monsieur Mouzmogne des Comores. Monsieur Moine, vous êtes avec nous? Bakary est là? Sinon, on va vous donner la parole à monsieur. Allô, oui, Bakary. Oui, allez-y. Oui, je vous entends. Allez-y. Je voulais juste réagir par rapport à deux questions qui ont été posées, et surtout la question par rapport aux petits-enfants, l'éducation parentale. Dans le plan global que nous voulons mettre en place, ces enfants-là seront bien sûr, on a pensé à eux, mais les émissions seront des émissions télé-éducatives. C'est par rapport à la télé qui auront des actions, des activités d'éducation parentale et des activités de classe maternelle dans la matinée de chaque jour. Mais tout ça, c'est programmé par rapport avec l'Office national de radio et de télévision des Comores. Par rapport au suivi aussi, bien sûr, comme je l'avais dit, il y a un dispositif de suivi. Comme ça, c'est un cas, c'est le premier cas aux Comores. Il y a d'évaluation de dans tous les dispositifs, dans l'organisation, le déroulement et même dans les acquis scolaires qui vont nous permettre après de dire où en était cette formation, cette éducation à la maison. Est-ce qu'elle était une éducation, qu'est-ce qu'il a apporté, qu'est-ce qu'il a, dans les mesures de la réduction des impacts du Covid dans le système, quelle a été, qu'on peut mesurer après. Donc, mais il y aura des évaluations, bien sûr, immédiates et des évaluations à moyen terme qui vont nous permettre de dire vraiment l'efficacité de tout ce que nous avons pu mettre en place. Mais dans tous les aspects, les types d'intervention vont varier selon les zones et selon la disponibilité des masses médias que nous pouvons utiliser. Et ça a été bien dit. Et maintenant aussi, il y a d'autres supports peuvent être développés par rapport au public cible que nous aurons à faire. Mais le type d'intervention ne serait pas unique dans tout l'ensemble du pays, mais ça va varier selon les régions, selon les zones, et voire même les communautés. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur. Alors, on peut passer la parole à monsieur Tian du Sénégal. Monsieur Massamba Tian, vous nous entendez? Oui. Allô, oui, je vous entends bien maintenant. C'est bon, oui, ça va, je vous entends. Je vous laisse répondre. Donc, voilà, par rapport à certaines questions qui ont été soulevées sur l'accompagnement parental, je pense qu'il faut dire que depuis, avec le plan de communication, de sensibilisation et d'information, il y a eu des spots spécialement qui étaient dédiés aux parents. Donc voilà, il faut expliquer que à travers les médias, donc plusieurs actions de communication et de sensibilisation ont été menées. Il y a eu également aussi l'accompagnement psychopédagogique, parce qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous avons mobilisé des psychopédagogues donc, qui ont été interviewés sous forme de capsules et qui ont été partagés au niveau des réseaux sociaux, mais également aussi dans les télévisions. Nous avons également aussi mis sur place beaucoup de cadres sous forme d'émissions interactives où il y avait l'Association nationale des parents d'élèves, donc qui ont fait des communications en direction des parents. Donc jusqu'ici, c'est exactement ça qui est en train d'être fait et qui continue à être fait, mais surtout une communication axée sur l'accompagnement des enfants au niveau des foyers, mais également comment peut-être pour l'instant mettre à disposition des enfants les outils possibles sous forme d'ordinateur, sous forme également aussi de connexion d'Internet et de poursuivre les médias. En tout cas, jusqu'ici, nous avons certains retours qui nous disent qu'effectivement, les enfants se réveillent et regardent un peu nos programmes. Il y en a aussi qui appellent souvent, qui expliquent un peu comment au niveau des réseaux sociaux, au niveau des plateformes, parce que sur le site du ministère de l'Éducation nationale, les contenus sont arrangés
et les gens entrent et souvent ils posent des questions. Mais en réalité, sur le plan, on a aussi pensé aux tout petits, parce que dans ce domaine, effectivement, si pour les programmes médias, on n'a pas encore réellement démarré la partie tout petit, il faut quand même dire que déjà dans certaines télévisions, quelques programmes ont été plus ou moins légèrement revus pour pouvoir donner en tout cas du contenu, mais sous forme de peut-être dessins animés, de documentaires, etc. pour les enfants. Mais pour le ministère de l'Éducation nationale, ce qu'on a déjà retenu dans le plan, c'est que ce sous-secteur est en train également aussi d'identifier la progression qui doit être faite. Mais à côté de cette progression maintenant, ils vont venir vers la production de ressources spéciales. Parce qu'en réalité, même si on a une bonne expérience dans la production de ressources, il faut dire que pour ce côté précis du sous-secteur de l'enseignement préscolaire, en tout cas de la prise en charge des petits-enfants, il y avait encore des choses à refaire. Voilà pour l'instant les deux questions sur lesquelles j'avais noté des réponses. Merci, Monsieur Tian. Alors, il y a toute une série de questions qui concernent aussi l'inclusivité, le fait que certains élèves n'ont pas accès ni à la radio, ni à la télévision, ni à l'Internet dans des régions très reculées. Des alternatives existent, par exemple la diffusion de documents papier. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de transmettre les maladies à travers cette transmission-là de version papier? Quelles sont les solutions pour ces personnes qui sont vraiment dans des situations rurales, par exemple? En tout cas, dans le plan de riposte, Apprendre à l'école a effectivement prévu ce cas de figure où il faut véritablement mettre en place un dispositif qui permet, dans ces zones où vraiment il n'y a pas encore le dispositif de connexion de radio ou de télé. Alors, on s'est dit que de toute façon, ce qui est prévu pour l'instant, le Sénégal est divisé en régions et qu'au niveau de chaque région, il y a ce qu'on appelle le service déconcentré. Le service déconcentré au niveau de l'inspection d'académie, au niveau des IA et au niveau jusqu'au directeur d'école. Donc, dans ces différents services déconcentrés, il y a un accompagnement. À la limite, c'est eux-mêmes qui devraient mettre en œuvre le plan de riposte réellement. Et en mettant ce plan de riposte réellement, c'est à eux de mettre un dispositif parce que nous sommes dans le processus peut-être d'acquérir ce qu'on appelle des photocopieurs à grande échelle. Et ça, je pense que si le programme a déjà les contenus qu'il faut, la mise en place progressive au niveau de ces structures déconcentrées devrait permettre, comme dans certains pays, il y a une expérience où peut-être les polycopes ou les fascicules sont déposés au niveau de l'IA, au niveau de l'IF ou bien au niveau de l'école, et que peut-être les parents ou les élèves passent récupérer, mais dans une planification qui ne permet pas qu'il y ait des rencontres. Donc, je pense que ça, c'était déjà un dispositif, en tout cas sur lequel le Sénégal a déjà réfléchi. Voilà, merci. Je pense, Catherine? Oui. Catherine, nous sommes en train de déborder un tout petit peu. Pour équilibrer, nous pouvons donner la parole au Burundi et au Comores pour 1 minute chacun pour leur dernière réaction. Burundi? Oui, merci beaucoup. Oui, je vous disais que l'immense majorité de la population burundaise est rurale. Il est vrai que nous ne saurons vraiment pas dire exactement qui sont les enfants qui sont atteints par cette éducation alternative, mais l'ambition est là, nous devons naviguer vers là, parce qu'une fois le confinement décidé, il n'y aura plus une autre façon de continuer l'apprentissage, si ce n'est que par le développement, par l'exploitation des supports numérisés qui sont en train d'être préparés depuis que on a commencé à élaborer le plan de réponse COVID-19 secteur éducation. Donc, nous ferons de tout notre mieux pour que l'immense majorité des enfants soient touchés et il ne sera pas exclu que nous pourrons, à part les médias officiels, nous pourrons également utiliser, dans la mesure du possible, les radios communautaires qui peuvent toucher les gens qui sont dans les coins et recoins reculés du pays. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie. Est-ce que Bakary a une réaction pour 1 minute, s'il vous plaît?
Oui, juste pour bonjour. Juste pour dire que là, les actions sont là. On commence, même s'il y a 0 cas de Covid-19, mais les enfants sont confinés dans leur maison et qu'il est temps de d'appuyer le système à développer, à appuyer le pays, à accélérer les mesures de continuation des enseignements dans les élèves, bien qu'il y a des mesures qui sont déjà entreprises, mais ces mesures-là ne sont pas suffisantes et que la cible ne sera pas atteinte à plus de 60%. Donc, c'est pour cela que, à travers les différents supports que nous avons évoqués, il est temps que nous ayons une expertise pour nous appuyer à distance ou à distance pour que nous arrivions quand même à mettre en place la formation à tous les aspects, du préscolaire jusqu'à l'université, et à travers les peu d'outils qui sont déjà disponibles et que je les ai présentés, qui sont disponibles, que j'ai évoqués dans ma présentation. Donc, c'est ça ce que je voulais dire. Et que là, cet appui nous paraît très essentiel dans tous les aspects. Merci beaucoup, M. Bakary, pour ces déclarations. Et merci, Catherine, d'avoir mené cette chat moderation. À présent, nous allons donner la parole à Mme Maïmouna Touré Sissoko, qui, comme je le disais, est spécialiste de programme au niveau de l'IFEF, chargée des innovations et réformes éducatives, qui va nous tirer la synthèse de ces débats et vraiment dire le mot de la Maïmouna, vous avez la parole. Maïmouna? Maïmouna? Allô? Maïmouna? Est-ce que, Maïmouna, vous êtes présente? Mais sinon, allô, Sal? Oui, oui. Oui, j'ai vu une question sur le Sénégal et qui parle de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Je peux juste dire que oui. Si Maïmouna réagit, je vais devoir. Je vous donne 1 minute. Et si elle ne réagit pas aussi, je vais moi-même tirer le mot de la fin. Allez-y pour. D'accord. Elle m'appelle. Non, c'était juste pour dire qu'au niveau de l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est bien clair que le ministère de la formation professionnelle également aussi est dans un plan de riposte. En attendant de rejoindre l'initiative Apprendre à la maison dans le cadre des médias précis, ils ont déjà mis en place une plateforme qui s'appelle Ndiangmi. Ndiangmi, ça veut dire l'éducation de façon générale. Et donc là, ils ont déjà lancé des alertes, des messages avec les cibles. Et les cibles sont en train de se commencer aussi à faire de l'éducation à distance. En tout cas, pour l'instant, ils ont démarré leur initiative, mais ils vont rejoindre après maintenant Apprendre à la maison dans le cadre des médias. Merci. Merci beaucoup, Massamba. Maïmouna vient de m'appeler pour me dire qu'elle s'était déconnectée. Elle va tenter de se reconnecter. On croise les doigts pour qu'elle puisse nous rejoindre. Mais en tout cas, pour tirer des conclusions, nous dirions que nous avons beaucoup appris, n'est-ce pas, au cours de cette séance. Salut, est-ce que je... Salut. Allô, allô. Oui, salut, c'est Albert. Nous sommes arrivés à l'heure, M. Bakary, et il nous faut tirer une synthèse. Parce qu'on ne peut pas épuiser toutes les questions de toutes les façons, parce qu'il y a des questions qui sont très importantes, qui sont en attente. On pourra continuer la discussion après. Donc, si certains comme l'Algérie sont dans la gestion, et le Sénégal aussi, d'autres sont dans la prévention, à l'instar du Burundi, des Comores, etc., et puis peut-être d'autres pays. Mais ce séminaire, ou bien cette discussion, avait pour objectif simplement de tâter le pouls, pour savoir ce qui se passe dans certains pays. Parce que certains pays peuvent être représentatifs de l'ensemble des pays. Et il y a une question. Allô? 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 Salut? Ah, vous êtes là?
Ah, enfin. Ah. Donc, vous prenez la parole pour 5 minutes, Maïmouna. C'est bon? Salut, je vous rejoins aussi. Voilà. Très bien. Aladji Meissa. Aladji Meissa vous rejoint. Bienvenue, bienvenue Meissa. Merci. Bonjour, Meissa. Allez. Ok. Bonjour à tous. Maïnouma, comment tu vas? Ça va bien, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, chères participantes et chers participants, chers collègues, je vais essayer d'aller très vite. Tout d'abord, permettez-moi de vous transmettre les salutations du directeur de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, M. Émile Tanawa. Nous remercions l'Institut international de l'UNESCO pour le renforcement des capacités en Afrique pour cette invitation. Nous remercions plus particulièrement Madame la directrice Dr Yumiko Yokozeki et son équipe, et je salue également notre collaboration avec l'IFBA. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte bien particulier que nous n'aurions pas souhaité, un contexte marqué par l'évolution de la pandémie du Covid-19, à laquelle nul n'échappe, toutes les sociétés, toutes les cultures et tout simplement toute l'humanité entière est concernée. On estime actuellement à environ 3,5 milliards d'individus en situation de confinement, soit environ la moitié de la population mondiale. Donc, mesdames et messieurs, nous vivons sans conteste un des moments les plus difficiles de notre époque et à la fois un moment historique dans l'histoire de l'humanité. Nous avons construit, nous avons bâti de grands édifices, nous avons conquis la Lune, conquis l'espace et même la faune et la flore ne semblent plus constituer, n'est-ce pas, un mystère pour nous. Mais l'actualité nous montre que nous avons encore beaucoup à apprendre. Avec le progrès des sciences et des technologies de l'information et de la communication, nous avons pu réduire considérablement les distances et mettre en place un monde parallèle, un monde virtuel apparent au nôtre, à travers lequel tout est désormais possible, ou alors à peu près possible. Ce monde dont je vous parle est celui à travers lequel nous communiquons aujourd'hui et grâce auquel cette continuité pédagogique est désormais devenue une réalité, avec certes des disparités régionales criantes qui émergent actuellement et dont nous tentons plus que jamais aujourd'hui de réduire avec la force et la volonté de tous les acteurs institutionnels, privés et la société civile dans ce contexte de crise sanitaire. C'est vrai que le tableau est sombre, très sombre même, car subitement, des millions d'élèves, d'apprenants et d'enseignants se sont vus privés d'accès aux établissements scolaires, aux universités, aux divers lieux d'apprentissage traditionnels que nous connaissons et qui constituent depuis plus d'un siècle notre repère en matière d'enseignement-apprentissage. Mais aujourd'hui, l'histoire en a décidé autrement. L'UNESCO estime actuellement à plus d'1,5 milliard, soit plus de 87% de l'ensemble des élèves et étudiants au monde, et plus de 63 millions d'enseignants et un très grand nombre, n'est-ce pas, de personnel de soutien à l'éducation qui sont également concernés. Saliou l'a évoqué tout à l'heure. Vous le savez sans doute que l'espace francophone paie une tribu très lourde dans cette aventure. Les établissements scolaires sont fermés dans 62 de nos États et gouvernements membres. Les enseignants et les apprenants de l'espace francophone, tous niveaux confondus, se sont trouvés en situation de rupture pédagogique pour des délais donc indéterminés. Il en résulte une inégalité des chances dans l'accès au savoir et à la connaissance, comme je l'ai mentionné tantôt, et qui serait d'un grand préjudice pour tous les pays, mais les pays francophones en particulier. Nous venons d'écouter attentivement les pays qui ont présenté. Je remercie les différents présentateurs pour la pertinence des contenus et des mesures prises. Nous voyons donc que c'est une situation exceptionnelle. Il s'agit bien entendu d'apporter des solutions exceptionnelles, d'où également la diversité des mesures prises. Néanmoins, nous constatons de manière générale que les ministères n'ont ménagé aucun effort pour assurer justement cette continuité pédagogique. Allô? Maïmouna? Allô? Allô, oui. Vous nous revenez. Allez-y. Allez Oui. Alors, je disais, néanmoins, nous constatons de manière générale que les ministères n'ont ménagé aucun effort pour assurer donc cette continuité pédagogique qui aujourd'hui est devenue le slogan de tout le monde et le plus populaire d'ailleurs au monde, si j'ose dire. Pour l'unanimité des pays également, il s'agit vraiment de poursuivre les cours et de permettre aux enfants de suivre leur scolarité et de former aussi les enseignants à cette nouvelle manière de faire. Pour ceux dont les écoles sont encore fonctionnelles en présentiel, des mesures de prévention sont présentes et pour ceux qui sont passés en mode virtuel, eh bien, l'enseignement
l'enseignement à distance constitue désormais une solution incontournable et aussi un vrai défi. Même si ces technologies ne sont pas si nouvelles que ça, notons qu'elles n'étaient bien entendu pas répandues encore à grande échelle. Donc, ceci pose aussi la question de la formation des enseignants en parallèle et du personnel de l'éducation à l'utilisation de ces nouveaux dispositifs. Il y a également la question des ressources pédagogiques qui doivent être adaptées à ces nouveaux outils, que ce soit les diffusions sur Internet ou à travers l'utilisation des télévisions nationales et des radios éducatives scolaires. Je constate que les classes d'examen aussi, ça a été évoqué, sont celles qui font l'objet d'une attention particulière également dans les différents pays. L'accompagnement parental, ça a été évoqué également et c'est fondamental, c'est une innovation. C'est une découverte aussi pour les parents qui parfois ne sont pas alphabétisés et qui se voient finalement jouer un rôle, à savoir encadrer les enfants pour épauler les enseignants pour la poursuite de cette tâche. En termes de synergie, des collaborations entre directions aussi se font et entre ministères également pour plus d'efficacité et d'efficience, notamment entre les ministères de l'Éducation et de la Communication. La communication autour de cette dynamique, qu'elle soit moderne ou traditionnelle, est encore une fois fondamentale. Ceci a été abordé afin que l'opinion publique, la société civile soient informées de la situation actuelle, mais aussi pour mobiliser le plus d'acteurs possible pour apporter des solutions, n'est-ce pas, adéquates en ce moment particulier de manière équitable et inclusive. Je laisserai Saliou me compléter sur certains de ces points. En tant que je continue, donc, en tant qu'actrice de la coopération internationale de la solidarité, l'Organisation internationale de la francophonie a un rôle important à jouer pour faciliter justement cet accès, notamment pour les jeunes privés d'école et la communauté éducative. Pour ce faire, l'OIF a entrepris plusieurs initiatives au niveau de son siège à Paris, mais également à travers son institut pour l'éducation et la formation IFEF, qui est basé ici à Dakar. Une des activités que nous menons actuellement à l'IFEF pour contribuer à apporter une réponse à cette crise est la mise à disposition de la communauté enseignante francophone des cours en ligne. Donc, l'objectif de ces cours est justement de proposer à des enseignants du primaire et du secondaire en francophonie du Sud, en Afrique, plus particulièrement, une formation en ligne qui leur permettrait donc de découvrir des moyens et des ressources pédagogiques innovantes pour accompagner leurs apprenants. Voilà. Il s'agit donc plus particulièrement de montrer aux enseignants comment enseigner avec ces ressources éducatives numériques, aussi bien en mode présentiel qu'à distance. Car comme vous le savez sans doute, ceci nécessite des outils et des technologies allant d'un simple téléphone à un dispositif complexe de machines en réseau, de plateformes collaboratives, de ressources pédagogiques, etc. L'IFEF a enregistré aujourd'hui plus de 1000 inscrits sur la plateforme, ce qui explique un véritable engouement et un besoin réel en termes de formation des enseignants à l'utilisation de ces outils. Pour finir, nous vivons rapidement, nous vivons donc dans une conjoncture de tension qui s'exprime certes dans des inquiétudes vers le futur, mais ces inquiétudes finalement nous pouvons en faire des opportunités avec la bonne volonté de toutes et de tous. En premier lieu, vous, les acteurs incontournables de l'éducation qui n'a pas de prix, l'éducation qui est tout simplement le moteur qui nous guide vers le développement à travers le progrès et la réussite pour tous et l'apprentissage par tous. Je remercie encore une fois l'ICPA, UNESCO, les organisateurs de ce webinaire qui n'ont ménagé donc aucun effort pour la réussite de ce dernier et qui finalement nous permet d'apprendre des uns et des autres et créer des liens. Et cette approche constitue, je pense, vraiment une vraie demande actuellement de la part de la communauté éducative. Je terminerai donc par réaffirmer l'engagement de l'Organisation internationale de la francophonie à travers l'IFEF pour apporter son appui à la poursuite de ce processus. Nous sommes ensemble. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Maïmouna. Merci. Ça a été tellement bien dit que je n'ai rien à ajouter, sinon partager des informations relativement à l'enregistrement de ce webinaire et les PowerPoint qui peuvent être disponibles parce que ce webinaire a été enregistré, ils peuvent être disponibles. Vous dire aussi que ICBA ne reste pas les bras croisés. Il s'attelle à la production d'outils pour vraiment venir en aide aux enseignants. Parmi ces outils, il y a une plateforme qui est déjà mise en place que l'on va essayer de mettre à disposition des enseignants pour non seulement y puiser des ressources, mais aussi y verser des ressources.
Sur ce, je vous remercie toutes et tous vraiment pour l'attention que vous Salut, avez. mais Mamadou, donne-moi l'occasion de saluer les gens au moins. Dites un mot, salam alaikum. Salam alaikum, je respecte vous tous. Elhaj Maïssa. Eh, Massamba. Ok. Namonara Gra. Ok. Mon chef, j'ai vu à la télé, je suis content. Donc, vraiment, Bonjour, merci. salut, désolé, c'est Albert. Je voulais juste demander s'il y a des expériences qui ciblent l'éducation non formelle. Il y a eu des questions dans ce sens. Merci tout simplement de les partager. Merci. Ça n'a pas beaucoup été évoqué. Et il y a cette question d'équité qui est quand même une question cruciale dans le processus. Très bien. Les participants vont aller avec ça en viatique et puis les réponses seront partagées après ce. Donc, merci bonjour, beaucoup. salut, bonjour. Bonjour. Salut, bonjour. Et Albert, salut, on doit se parler après. C'est Mahandaou. Adéa. Et Saliou, peut-être Valérie du siège. Bonjour. Oui, déjà félicitations pour ce webinaire. Nous sommes contents. Nous en avions organisé un fin mars. Beaucoup d'entre vous avaient assisté. C'est juste pour vous dire que le rapport est terminé et sera en ligne d'ici la fin de la semaine sur le site Covid de l'UNESCO. Donc, le rapport du webinaire qui avait été organisé il y a 2 semaines avec 5 pays de toutes les parties du monde sur justement les mêmes questions, sur les enseignants. Il y aura, je vous invite tous à aller regarder. Salut, exceptionnellement, juste une minute, c'est Mahandaou. Je vous informe qu'au niveau de l'ADEA, nous avons envoyé des questionnaires à plusieurs pays africains qui sont les plus affectés et où on pose des questions similaires. Et nous espérons peut-être en début de semaine prochaine partager ces résultats-là. J'en profite pour remercier les pays qui participent à ce e-meeting pour les réponses déjà fournies. Merci. Juste un bonjour à tout le monde, c'est Omar Diop depuis l'Inde. Ce que vous faites est impressionnant et je vous encourage. Félicitations à tout le monde et j'aimerais bien participer dans d'autres webinaires, peut-être pour partager ce qui se fait dans ce côté, de ce côté-là, au niveau de l'Asie du Sud. Bravo Saliou, bravo à Igba et bravo à tout le monde. Bonne présentation Nora et tout le monde. Allez, au revoir. Oui, Omar, c'est prévu avec l'Asie. On est en train de voir avec eux pour faire la même chose dans les autres continents. Après celui du siège, on a fait celui d'Afrique et il reste dans d'autres régions. Bonjour Valérie. C'est Fatima. Merci Omar pour la participation. On travaille avec Bangkok pour ça. Donc vous serez impliqués dans l'organisation. Merci, voilà, merci. Avec les bureaux merci régionaux. Merci. Ok, merci Valérie. Bonjour. Merci Omar pour ta participation. Valérie, bonjour. Merci Yumiko, merci. Bonjour Fifi. Bonjour Valérie, c'est Fatimata de l'équipe spéciale Point Focal Sénégal. Bonjour, comment ça va? Très bien. Non, mais félicitations au Sénégal. Hein. Vous êtes parmi plusieurs pays qui essayent de taper un peu sur tous les fronts. C'est très très bien. Et merci pour la présentation de Monsieur Massamba Tian. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Valérie, c'est Fifi. Bonjour Yumiko et tout le monde. Bravo à Igba pour ce webinaire qui est extrêmement important. Alors, j'ai fait quelques petites questions là que j'ai envoyées. J'ai trouvé ça très intéressant en termes d'activité. J'ai bien aimé, notamment pour le Sénégal, l'Algérie et les autres. Alors, donc, la RDC, comme vous savez, hein, on a plus de 18 millions d'élèves. Voilà. Donc, on a eu des moyens récemment, on a mobilisé dans le cadre d'un bidding avec Education Cannot Wait. On a besoin de savoir exactement quelles sont les expériences réussies. Donc, merci à Igba de nous envoyer ça. Ou s'il y a une communauté de pratique où on peut aller puiser. Peut-être pas les plateformes parce qu'on a une couverture d'Internet de moins de 20% pour le pays. Donc, on souhaiterait savoir quels sont les autres vecteurs de communication et tout ça, où il y a des outils, des normes particulières et tout ça.
et surtout pour les classes d'examen, entre autres, pour vraiment assurer la continuité pédagogique à travers la radio et la télévision. Et là où il n'y a pas de signaux, comme on dit, avec les radios communautaires. Donc ça, nous sommes preneurs. Donc si vous pouvez nous aider à avoir, un, de l'expertise et deux, des exemples d'outils qu'il y a eu. La réponse est très rapide, c'est dans le cadre de l'urgence et on a 6 mois pour exécuter. Merci beaucoup, à vous. Fifi, voilà, c'est des questions pertinentes. On va essayer de réfléchir pour trouver des questions à ça, des réponses à cela. Mais c'est une réflexion d'ensemble que nous allons faire et au plus vite. Juste signaler que nous allons vous envoyer le résumé de ces discussions, en plus de l'enregistrement et des PowerPoint. Alors, bonjour, salut. Bonjour. Vous allez bien? Hey, Ousmane, ça va bien? J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre façon de gérer la rencontre, le webinaire. Merci beaucoup. Merci Ousmane. J'ai bien aimé aussi les interventions très pertinentes de Massamba Thiam et des autres pays. En tout cas, félicitations pour cette initiative. Merci. Bonjour. Merci, Bonjour. Merci beaucoup. Ousmane, Allô. directeur de l'enseignement préscolaire. Bonjour. Allô, Bonjour. bonjour. C'est Bonjour, oui. Guy Roger Kaba, je suis de la Confémen, la conférence des ministres de l'éducation des pays de la francophonie. Je suis très heureux d'avoir assisté à ce webinaire et j'ai apprécié la qualité des interventions. Juste informer que la Confémen est en train de... On a déjà organisé une grande réunion virtuelle des ministres pour discuter pour un partage des solutions pour assurer la continuité pédagogique. Et là, on est en train de préparer des réunions sous-régionales, toujours sur cette question. En tout cas, merci pour ce webinaire. La Confémen est disponible pour collaborer à toutes les initiatives. Bien sûr, bien sûr. On reviendra vers vous, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Kaba. Okay. Allô. Omar Diop est là? Non, il est parti. Oui, je suis là. Il est là. Ah, d'accord, Omar. Il est 18h30 chez moi, non, 18h20, mais j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt vraiment toutes les interventions. C'était vraiment bien. Et moi, je suis impatient d'avoir ce que Valérie a dit. Donc, effectivement, bon, quand avec Bangkok, ce sera fixé, moi, je serai très content parce que je couvre ici en Asie du Sud 6 pays et des pays très importants, très intéressants à savoir l'Inde, 1,3 milliard d'habitants, 350 millions d'élèves et 15 millions d'enseignants. Juste l'Inde. Ah oui. Ouais. Donc, oui. Sans compter, donc, mais il y a beaucoup de choses qui se font et effectivement, ce serait intéressant d'avoir cette coopération sud-sud-là, de savoir ce que l'Afrique a pu faire. Et surtout, les gens ont parlé des méthodes, mais ce sera bien de parler du droit à l'éducation, c'est-à-dire, est-ce qu'on a une éducation inclusive sur ce qui se passe? Est-ce qu'il y a parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la télé, qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès à des smartphones? Comment est-ce qu'on fait pour assurer ce droit à l'éducation en ce temps de crise? Je pense que c'est là où ça deviendrait vraiment intéressant et je pense que les pays, il y en a certains qui ont commencé des choses et je vois aussi sur le terrain des organisations comme l'UNICEF aussi qui font des choses très intéressantes là-dessus. Et ce serait intéressant d'ouvrir un peu ce webinaire aux partenaires et à des acteurs qui ont eu à faire des choses là-dessus, quoi. Donc, merci et j'attends avec impatience le rapport et j'attends avec impatience le webinaire de l'Asie, Valérie. Oui. Organisateurs de ce webinaire. Valérie, yes? Oui, tu demandais la date. On n'a pas encore de date, mais ça ne va pas tarder. Oui, je suis désolée, on n'a pas encore mais je vais suivre de toute façon. Oui. On va aussi continuer la discussion avec les autres organisations. Voilà, tu avais assisté au webinaire qu'on a fait pour Le Monde depuis Paris. C'était le 27. Non, malheureusement, je l'ai raté. Parce qu'on a des difficultés d'heure, en fait. Parce que là, il est 18h20 actuellement ici. Des fois, on a des soucis avec les heures. Mais bon, si c'était on a fait celui d'Afrique et on a une réunion la semaine prochaine avec l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique pour voir le timing des autres
les autres webinaires des autres régions. Là, c'est l'Afrique qui a pris la main. Maintenant, on espère que ça sera soit vous, soit l'Amérique latine après. L'idée, c'est que on puisse nous tous assister un peu à tous les webinaires parce que c'est du savoir également. Donc, si tout le monde le fait en même temps, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Non, non, tout à fait, il faut qu'on coordonne. Et je pense que le fait de savoir ce qui se fait dans un pays peut aussi être quelque chose de concret à amener dans un autre pays, quoi. Je Effectivement. pense qu'on sert de plateforme d'échange. Voilà. J'ai vu que aussi la RDC a fait des choses intéressantes. Fifi, je ne sais pas si tu es là encore. Oui, oui, je suis là. Je suis là. Je suis vraiment intéressé par toutes ces expériences, en fait, parce que, voilà, c'est des contextes qui sont similaires ici qu'on a en Asie du Sud. C'est parfait. On partagera en bilatéral, alors. Merci. Oui. Oui. En tout cas, Omar, dès que j'ai des réponses de Bangkok, ou même avant, je te fais signe. Super. Merci. Omar, ça fait plaisir de t'entendre. Albert. Albert, le dernier mousquetaire. Comment tu vas? Je blague. Ça va, ça fait plaisir. Toi, je quitte Addis et tu viens à Addis. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Non, non. Ça va, ça se passe bien là-bas? Oui, ça va. Okay. Ça va. Salut, ceux qui viennent de moi là-bas. Ah, donc c'est ça, oui. Ok, merci, à bientôt. Hein? On garde le contact. Voilà, salut, je t'ai envoyé dans les messages, dans le chat, les questions qui ne semblaient pas avoir été répondues à cause du temps. Je t'ai envoyé la liste. Voilà, ok, ça marche. Merci. Je t'en prie, oui. Merci de nous partager le rapport et l'ensemble des présentations qui ont pu participer dès le début. Merci. Merci Fifi. Merci. Allô? Albert, regarde ton email. Je t'ai envoyé un message. C'est Maha. Mahandao. Ouais. Angisiar. Manglesiar Mankam. Aliou Sall. Wow, salut. On s'est parlé l'autre jour là en réunion. Wow. Là, c'est une conférence multilingue. Hein? Là, c'est multilingue. Là, c'est Wolof. Vraiment. Hein? Nagadé. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour Valérie. Wow, salut. On se parle après. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Ok.